Bonsoir et bienvenue dans ce 17h sur la radio-télévision communautaire RTC, dont voici les grandes lignes. Au sommaire de cette édition Santé, cancer de la prostate, l'Association sénégalaise d'urologie monte au créneau en organisant des journées de consultation gratuites pour lutter contre cette maladie qui touche les hommes âgés entre 45 et 65 ans. Et puis transport la colère noire des chauffeurs de Diagandiaï à Kermassar qui réclament la construction d'une nouvelle gare et dénoncent les tracasseries dont ils subissent. COP29 à Bakou, des négociations en cours portant sur le financement des pertes et préjudices causés par les impacts climatiques. Et puis la deuxième partie de cette édition, le dossier du jour qui portera sur l'éducation inclusive au Sénégal à l'école Guinaw Rail. Un personnel qualifié se bat tous les jours pour donner une éducation scolaire aux enfants malentendants. Mesdames et messieurs, tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Je vous l'annonçais dans les titres, dans le cadre de Novembre Bleu, un mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer de la prostate chez les hommes. L'Association sénégalaise d'urologie a initié une série de consultations gratuites dans plusieurs hôpitaux de Dakar, à l'image de l'hôpital de l'Al-Djam, où environ 200 personnes sont attendues. Cette initiative se déroule également dans d'autres établissements hospitaliers. Aminata Abdoulaye-Watt, compte rendu. Comme Octobre Rose pour le cancer du sein, Novembre Bleu est consacré à la lutte contre le cancer de la prostate chez les hommes. Cette pathologie touche principalement les hommes âgés de 45 ans et plus. Dans ce cadre, l'Association sénégalaise d'urologie organise des séances de dépistage dans plusieurs hôpitaux de Dakar. À l'hôpital d'Al-Djam, situé à Guédiawaye, l'urologue justifie ces journées. Donc ce dépistage consistait à réaliser un examen clinique, à examiner la prostate et à également réaliser un prélèvement de sang, un marqueur de la prostate qui est le PSA, qui permet de dépister le cancer de la prostate. Nous prévoyons de recevoir dans chaque hôpital environ 200 personnes âgées entre 45 ans et 75 ans. Le cancer de la prostate semble encore négligé par de nombreux hommes. L'année dernière, environ 1000 nouveaux cas ont été recensés. L'année dernière, nous avons recensé environ 1000 nouveaux cas de cancer de la prostate diagnostiqués. C'est vrai que c'est sous-estimé parce que nous n'avons pas encore un registre de cancer pour pouvoir avoir toutes les données. Et également, il y a beaucoup de patients également qui en souffrent et qui ne viennent pas consulter. C'est pourquoi l'association encourage vivement les hommes à se faire examiner. Le cancer le plus fréquent de l'homme, c'est pour ça que nous avons en effet organisé cette campagne, pour permettre aux patients de pouvoir venir consulter gratuitement et pouvoir réaliser ce dépistage, mais également informer la population que tous les hommes sachent qu'à partir de 45 ans, il faudrait aller voir un urologue. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes, représentant un véritable danger, notamment lorsqu'il n'est pas détecté à temps. Ainsi, un dépistage précoce permet de le détecter à temps et d'envisager un traitement efficace. Une bonne nouvelle pour les artisans de la région de Tambacounda. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le 3FPT, en collaboration avec l'École supérieure polytechnique de Dakar, ESP, et la Chambre des métiers de Tambacounda, ont lancé une session de formation pour 100 artisans. Cette formation vise à leur offrir la possibilité de se regrouper en GIE afin de pouvoir accéder à des marchés publics. Pour plus de détails, suivons les propos de Dr Momar Gueye, ingénieur en génie civil, au micro de Keba Kébé. La formation a été donc initiée par 3FPT et l'École supérieure polytechnique de Dakar. Nous sommes là pour faire une formation en maçonnerie et en plomberie. Il faut passer par l'entrepreneuriat pour faire un travail, parce qu'actuellement, je pense que tous ceux qui sont dans l'informel doivent se balancer directement vers le formel. C'est ça qui est l'avantage du pays et même des nouvelles entreprises qui se sont formées. Donc là, avec la formation, parce qu'ici on les
donnent une formation sur, on sait que ce sont des maçons déjà, ils savent comment construire, mais on leur donne les normes et ce qui leur manque un peu pour compléter leurs connaissances. D'ores et déjà, ils peuvent créer les entreprises et commencer maintenant à gagner des marchés. Ils ont déjà reçu une formation, même si ce n'est pas dans l'école. Ils ont fait une formation dans le tas. Et maintenant, on est venu pour essayer d'arrondir les angles pour qu'il y ait au moins certaines normes de construction. Et également, comment faire des devis pour ne pas se tromper. Et également, comment réaliser des ouvrages pour ne pas avoir des ouvrages qui sont fragiles. Mais moi, de mon part personnel, je leur demande de, en fait, à partir de maintenant, essayer de se regrouper en mouvement ou je ne sais pas comment, pour essayer vraiment de donner un travail de qualité. Après Tambacounda, retour à Dakar où les chauffeurs de car Ndiaga Ndiaye établis à la gare routière de Karmassar réclament une infrastructure à la hauteur de leurs besoins, estimant que l'actuel est trop exigu pour accueillir plus de 400 véhicules. Par ailleurs, ces conducteurs dénoncent les arrestations répétées effectuées par les gendarmes et appellent à plus de considération pour les transporteurs de Ndiaga Ndiaye, leur porte-parole du jour que nous écoutons au micro de Barthélémy Koli. Nous avons quelque chose qui nous fait mal ici parce qu'on n'a pas une gare digne. Quand tu envoies une personne, il faut qu'il soit quelque part pour travailler. Donc on veut une autre gare parce qu'ici c'est petit pour contenir 400 véhicules. Fois la gendarmerie nous arrête comme si nous ne faisons pas partie de ce pays. On donne les chauffeurs Ndiaga Ndiaye le droit. Nous avons notre part dans ce pays. Ici c'est des chauffeurs, c'est des apprentis qui sont là. Donc, on nous respecte. Parfois, on arrête les apprentis, on les fait payer 3 000 ou même plus. La fois dernière, on a pris 2 apprentis et un chauffeur. Ce n'est pas les chauffeurs qui sont à l'origine des embouteillages. Ici à Karmassar, il faut qu'on s'organise pour que chacun trouve son compte. Nous faisons partie de la société, mais on nous stigmatise. Pourquoi nous sommes plus fatigués alors que nous faisons ce qui est normal? Ce n'est pas une question de diplôme, mais de respect. Dans le Sine Saloum, l'association Andaf Yangar cherche à lutter contre l'immigration irrégulière qui a emporté leur fils en s'inspirant des valeurs traditionnelles sérères. Elle a organisé les états généraux de l'initiation où l'on doute en sérère pour encourager un retour aux racines. Dans ce cadre, l'association a tenu les assises citoyennes des jeunes, mêlant discussion sur les enjeux des jeunes et culture traditionnelle. Femme Rabas est le président de Andaf Yangar au micro de Ndeye Amissar. L'un d'autres, c'était l'université sérère, la construction des moules qui bâtissaient les dignes fils du terroir, les moules qui créaient la vaillance des hommes, ce que j'appelais les vaillants à torse nu. Il n'y avait pas de mouvement, seule la sueur parlait sur leur poitrine, des poitrines remplies de dignité, de courage et d'honneur. Et on a observé que depuis les catastrophes qui se sont passées dans la destruction des valeurs, personne n'a pu payer. Ni l'État, ni les chefs religieux, ni les maires élus, ni les chefs de village, ni les koumaf, ou les maîtres initiatiques, qui ont le droit et le devoir d'éduquer cette masse, cette jeunesse, acculturée et dommage. Voilà pourquoi on a initié d'appeler tout le monde pour qu'on se concerte, pour trouver des voies et moyens pour freiner cette immigration clandestine qui est catastrophique au niveau de là où ils vont, catastrophique de leur milieu de départ. Parce que dans un seul village, si 100 gosses, 100 jeunes quittent ce village-là, qui va développer ce village? Sur ces petits villages qui sont dans les îles du Saloum et dans la périphérie. Voilà le mal qui nous touche à fond, qui font qu'on a appelé tout le monde pour avoir 2 jours de discussion, de débat sur nos propres moyens. Quand on te forge dans la dignité, dans l'honneur, dans la discipline, tu vas te connaître, te valoriser. La perte de ces valeurs font que tu penses que tu ne vaux rien. Tu ne vas qu'à la course de la facilité. Mais pourquoi abandonner ton milieu natal pour le milieu natal d'autrui? Là, tu te perds de valeur,
en oubliant tes origines. Cette perte de valeur pousse les jeunes à fuir. Peut-être qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en action pour entraîner cette immigration-là. Et puis au quartier Sangomar, dans la commune de Guinaw Rail Nord, les habitants sont sortis en masse pour effectuer le nettoyage de toute la localité en collaboration avec la SONAGED. Les populations ont exprimé leur volonté de mettre en place d'autres initiatives communautaires visant à rendre le quartier plus attractif et à renforcer sa sécurité. Le porte-parole du jour que nous écoutons au micro de Insa Assagnan. Même le bon Dieu l'a dit dans le Coran, il faut qu'on rende propre notre environnement. C'est pour cette raison que nous nous sommes organisés. Pratiquement tout le quartier est sorti, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, les vieux, mais surtout également les imams. Il y a également le délégué de quartier qui est là juste pour nous accompagner. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de rendre notre environnement propre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes réunis en compagnie de l'UCG pour nous aider à rendre propre notre quartier. Franchement, nous remercions tout le monde. C'est une initiative qui est noble, mais nous n'allons pas en rester là parce qu'il y a d'autres initiatives qui seront faites pour ainsi rendre beaucoup plus propre notre quartier, mais aussi faire de sorte que la visibilité du quartier soit très jolie. Nous pensons également à travailler sur la sécurité, mais également avec l'éclairage public. C'est vous dire que aujourd'hui nous sommes très satisfaits de l'engagement des uns et des autres, mais aussi de la mobilisation de tout un chacun. Pratiquement toutes les couches du quartier sont sorties pour nous accompagner dans le cadre également de cette journée de nettoiement. Mention spéciale aux éléments de l'UCG. Franchement, nous les tirons un grand chapeau parce que sans eux, je ne pense pas que cette journée serait possible. Franchement, nous les remercions au fond du cœur, au nom de l'imam, mais également du délégué de quartier. Vraiment, merci beaucoup aux éléments de UCG. Je vous le disais dans les titres à Bakou, ce mardi 19 novembre 2024, les discussions ont débuté entre les pays développés et les pays en voie de développement dans le cadre de la COP29. Ces organisations, ces négociations portent sur le financement des pertes et préjudices liés aux impacts climatiques. Cependant, aucun accord n'a encore été trouvé selon le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, que nous écoutons au micro de Aïssatou Zinette Badji. Des accords, mais pour beaucoup de questions quand même, il faut dire que les négociations sont toujours en cours parce qu'il y a des points de désaccord. Et ces points de désaccord portent plus sur la finance climatique, notamment le nouvel objectif quantifié global. Que les pays en développement estiment à 1,3 billion de dollars, c'est-à-dire 1300 milliards de francs CFA, ce qui est assez élevé par rapport aux 100 milliards que nous avions. Et même ces 100 milliards, c'est depuis 2009, mais je crois que c'est en 2022 seulement que ces 100 milliards ont été respectés. Et quand ces 100 milliards ont été respectés, c'était 67% de dette. Donc aujourd'hui, l'objectif pour ces pays, c'est 1300 milliards de francs de dollars. Les pays du Nord croient qu'on ne va pas arriver à ça. Peut-être essayer de doubler pour le montant. Mais comme je dis, c'est des négociations. Le groupe africain défend cette position. Le groupe des pays les moins avancés défend cette position. Le G77 également défend cette position. Un autre point de désaccord, toujours sur la finance climatique, c'est l'opposition d'aide subvention. Qui met fin à cette première partie de cette édition avec la complicité de la régie, la deuxième partie.
La deuxième partie de cette édition lancée il y a plusieurs années, le projet d'éducation inclusive au Sénégal vise à intégrer les enfants malentendants dans les établissements scolaires. Ainsi, l'école APIX de Guinaw Rail, dotée d'un personnel formé en langue des signes internationale, est l'une des bénéficiaires. Toutefois, cet établissement fait face aujourd'hui à un manque de soutien criard à Nafaï. Depuis 2011, le Sénégal a mis en place un projet d'éducation inclusive en partenariat avec Handicap International visant à offrir aux enfants malentendants la possibilité d'accéder à l'école. À Guinaw Rail Sud, l'école APIX est désormais répertoriée parmi les écoles inclusives permettant ainsi aux enfants malentendants de bénéficier d'un enseignement adapté. On insère les enfants souffrant d'handicap dans qu'on appelle, excusez du terme, des enfants normaux à l'école pour les insérer, pour qu'ils puissent intégrer et vivre ensemble sans distinction. Après avoir suivi une formation spécialisée, une équipe d'enseignants et d'auxiliaires de vie scolaire se dévoue entièrement à la réussite des apprenants. Après les jours, on va dans les salles de classe, mais chaque année on fait ce qu'on appelle des renforcements. Notre rôle d'abord, c'est d'abord de les socialiser. On fait tout pour que l'entendant, le sourd ne doit pas être discriminé, ne doit pas être isolé. Donc on les met dans des groupes, on les met avec les enfants entendants, puisqu'ils peuvent discuter, se socialiser. Cependant, certains enseignants n'ont pas été formés en langue des signes internationaux, ce qui peut nuire à l'apprentissage des élèves malentendants en l'absence de l'auxiliaire de vie scolaire. Je n'ai pas été formée, je ne connais rien en langue des signes, ça pose problème. J'ai un AVS avec moi, mais des fois il est absent. Du coup, moi, pratiquement, je m'adresse simplement aux autres élèves. Pour combattre la discrimination et la stigmatisation, l'éducation inclusive doit être généralisée selon un parent d'élève qui souligne également le manque d'infrastructures adaptées dans certaines écoles. Les signes traditionnels que je faisais, c'est ce que je comprends. Mais c'est à partir que je comprends qu'il y a des signes. Je me suis dit, si on pouvait multiplier ces infrastructures-là au niveau du pays. Ce qui fait lancer à ses directeurs un appel à l'État. Il y a Hachi qui est là comme partenaire qui fait déjà quelque chose. Donc l'État serait en sorte plus exhaustif vu les matériels de l'État parce que c'est l'État. Donc l'école APIX dans la main à l'État en passant par l'IEF pour qu'ils viennent nous aider à mieux accompagner ces enfants qui font partie de la société. Nous lançons un appel surtout à l'État de généraliser cet enseignement, mais aussi de permettre à ces élèves-là de venir, ces enfants-là, de venir étudier. Compte tenu de son importance, l'éducation inclusive mérite un soutien renforcé. Le maire en charge de l'éducation de la commune de Guinaw Rail Sud s'engage à consacrer une partie du budget municipal à cette école. Ce qui nous a donné satisfaction, c'est qu'au moment des évaluations, il y a une élève sourd-muette qui a été première de sa classe. Le second résultat que j'ai vu comme étant quelque chose de très positif, c'est que au niveau de la classe, tous les élèves, n'est-ce pas, arrivaient vraiment à échanger à travers le langage des signes. Moi, je crois que c'est quelque chose de très positif. Le troisième également, c'est un enfant, n'est-ce pas, qui franchement menait la vie dure à ses parents, parce que peut-être étant une personne handicapée, et au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que vraiment, il a changé, n'est-ce pas, il a commencé vraiment, il a eu une intégration vraiment, de sorte qu'il a eu des amis et voilà, du tic au tac, vraiment, il a changé quoi. Également, c'est l'occasion pour moi, vraiment, au moment du vote du budget, que vraiment j'appuie, n'est-ce pas, pour qu'on puisse vraiment mettre à disposition
vraiment quelques moyens pour ces élèves-là. Malgré ses efforts pour s'adapter, l'école fait face à d'énormes difficultés et nécessite des investissements appropriés. Il est également important de souligner que le nombre d'enfants inscrits dans ce programme reste bien inférieur au nombre d'enfants handicapés non scolarisés, principalement en raison du manque de ressources et d'informations. Merci à vous, Anna Faye, pour ce dossier émouvant sur l'éducation inclusive au Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir et bonne fin de journée.